Plus tard, au plus fort de nos désastres, et notre cause tout à fait perdue, un officier supérieur autrichien chargé de dépêches importantes pour le gouvernement de Londres réunit à dîner quelques-uns des nôtres avec lesquels il avait eu jadis des relations sur le continent. À la fin du dîner, et très près de toute vérité, l'on parle politique, et il lui échappe de dire qu'à son départ de Vienne, on parlait beaucoup du mariage de Madame Royale, aujourd'hui duchesse d'Angoulême, avec l'archiduc Charles, qui dans ce moment d'ailleurs occupait fort la renommée. Mais c'est impossible, lui observe vivement un de ces grands vivants français. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas un mariage convenable pour madame. Comment? S'écrie l'Autrichien scandalisé et fatiguant ses poumons. Son Altesse royale, Monsieur l'archiduc Charles, pas un mariage convenable pour votre princesse? Et non, monsieur, elle ne ferait là qu'un mariage de garnison. Du reste, ces hautes prétentions nous venaient de notre éducation. C'était là. À nous, notre sentiment national, nos princes n'ont été en pas exemples. Chez nous, les frères du roi dédaignaient les titres d'adresse royale. Ils avaient la prétention d'écrire avec le titre des frères à tous les souverains. Le reste était à l'avenant aussi, n'était ce qu'un cri en Europe contre nos manières de Versailles et les prétentions de nos princes. Gustave III nous disait à Aix-la-Chapelle, votre coup de Versailles n'était pas abordable. Sa hauteur de son persiflage était aussi par trop fort. Quand j'y étais, on me regardait à peine. Et en la quittant, j'emportais le brevet de Lourdes des ganaches. La duchesse de Cumberland, mariée au frère du roi d'Angleterre, avait à se plaindre dans la même temps et dans la même ville que la princesse de Lamballe ne lui accorda pas les honneurs des deux bâtons. Le vieux duc de Gloucester, à Londres, se plaignait plus tard pour son compte de nos princes du sang et disait qu'au surplus, les princes de Galles riaient beaucoup de ce qui lui, prince de Galles, l'appelant Monseigneur. Notre prince étudiait soigneusement à tourner ses phrases de manière à ne le lui jamais rendre. Toutefois, à Coblence, dans nos circonstances nouvelles, nos princes dédaignaient altérer leur mur à cet égard et descendre au niveau des princes étrangers. Ils se trouvaient en ce moment auprès de l'électeur de Trèves, prince des Saxes, frère de leur mère, lesquels par parentesse nous devrions alors et auxquels nous avons coûté plus tard la perte de ces états. Ils daignaient l'appeler mon oncle. Nous pouvions les appeler mes neveux. Et il le disait un jour, assurait-on, c'est à vos infortunes que je dois des expressions si tendres à Versailles. Je n'eus été peu vu que monsieur l'abbé. Il n'est pas sûr que vous m'eussiez reçu tous les jours. Est-on ajouté qu'il disait vrai que le comte de Lusace, son frère là présent, en effet, fait la tristesse expérience. Le prince passait en général leur soirée dans leur intimité particulière. L'un était la plupart du temps chez Madame de Polastron, à laquelle il portait des soins que sa constance et ses formes ont rendu respectables. Ce n'est pas que l'on essaya plusieurs fois, mais toujours en vain. Les longs distraire dont les intrigants trouvaient un peu le comte avec Madame de Polastron, qui
douce, bonne, excellente, tout à fait désintéressée, était née à demeurer absolument étrangère aux affaires. Son cercle décomposé, l'infiniment peu de monde, je veux dû à une parente le bonheur d'y être admis, mais comme il fallait se retirer avant l'arrivée du prince, je n'ai jamais eu l'honneur de les voir. Monsieur passait ses soirées chez Madame de Balby, dame d'atout de Madame de Balby vive, spirituelle, amie chaude, ennemie décidée, réunissait chez elle tout ce qu'il y avait de plus distingué. C'était un honneur que d'être admis. On s'est trouvé au centre du goût et du bon ton. Monsieur est demeuré parfois assez tard et quand la foule était écoulée, le cercle rétréci, il lui arrivait de raconter. Et il faut avouer qu'il nous était aussi supérieur par les grâces de sa conversation que par son rang et sa dignité. Voilà un peu notre tenue et nos dehors de société de Coblence. C'était notre beau côté. Nous étions moins heureux sur la face politique. Elle formait la partie honteuse. Ah bon, a dit ici l'empereur. Aussi bien j'ai commencé à trouver longs vos détails des salons. Il est vrai que pour vous c'est excusable. Vous vous y complaisez, c'est votre jeton. Mais allez, sire, toute notre multitude n'était qu'un noble et brillant courroux. Tout notre ensemble offrait l'image d'une complète confusion. C'était l'anarchie. S'agitant d'ailleurs pour établir, disait-on, l'ordre des temps, une véritable démocratie combattant pour rétablir son aristocratie. Nous donnions un petit reste et à quelques nuances près la répétition de tout ce qui se faisait en France. Nous avions parmi nous des amateurs tenaces de nos vieilles formes et des amateurs ardents de la nouveauté. Nous avions nos constitutionnels, nos intolérants, nos modérés. Nous avions nos empiriques qui regrettaient fort de ne s'être pas emparé de roi un peu âgé de force en son nom, ou tout bonnement le faire déclarer incapable. Enfin, nous avions aussi nos jacobins qui voulaient tout tuer, tout brûler, tout détruire en rentrant. Nous, princes, n'exerçons aucune autorité positive sur notre multitude. Ils étaient nous souverains, il est vrai, mais nous étions de sujets fort indociles et très facilement aigris. Nous murmurions à tout propos, c'était surtout sur les derniers arrivants qui se portaient la fureur commune. C'était autant de gloire et de chance qui enlevaient à nos exploits et à nos espérances. Disions-nous, on arrivait toujours trop tard, s'écriaient tous ceux qui se trouvaient au fond admis. Il n'y avait plus de mérite désormais, disait-on, si l'on continuait à tout recevoir ici la France entière. Serait bientôt de notre côté et il ne se trouverait plus personne de punissable au retour. Pluvaient alors de tous côtés les dénonciations de toutes sortes sur ceux qui arrivaient un prince de Saint-Maurice, fils du prince de Montparis, ne peut résister à l'ouragan. Bien qu'il eût l'appui formel de tout ce qu'il y avait de distinguer celui des princes eux-mêmes, qui daigna implorer en sa faveur, disons, « Eh, messieurs, ce qui n'est pas ses fautes à se reprocher dans la Révolution, moi aussi j'ai eu la mienne. Et en les oubliant, vous m'avez donné le droit d'intercéder pour d'autres. Monsieur de Saint-Maurice
N'en doute pas, moi, déguerpir au plus vite. Son crime était d'avoir été de la société des amis des Noirs et d'être poursuivi au milieu des nuits avec acharnement par un gentilhomme franc comme toi qui dénonçait M. de Saint-Maurice pour lui avoir fait brûler des châteaux. Peu de jours après, il se découvrit que le clabaudeur n'avait pas de château, qu'il n'était pas franc comme toi, qu'il n'était point gentilhomme, ce n'était qu'un aventurier. Monsieur de Casale, qui avait rempli la France en Europe de l'éclat de son éloquence, de son courage dans l'Assemblée nationale, avait néanmoins perdu la faveur populaire. À Coblentz, quand il se présenta de Paris, les bruits coururent parmi nous que les princes ne le recevaient pas ou le recevraient mal. Nous nous réunîmes 80 langues d'anciens pour lui servir d'escorte. En dépit de lui-même, M. de Casale était l'honneur de notre province. Nous le conduisîmes ainsi chez le prince et il en fut bien reçu.